Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le foot, école de la vie. Vous aimez le foot, vous restez, vous allez vous régaler. Vous n'aimez pas le foot, vous restez aussi parce que le foot, il raconte plein d'autres histoires, des rêves, du travail, de la socialisation, du rapport aux autres, d'un mot, de l'éducation. Et c'est notre sujet. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, le journaliste Basile Debure. L'Anti-Sèche d'Amal Laoui aujourd'hui est consacré à l'anniversaire de la sortie du premier film de l'histoire signé des frères Lumière, ce film, et on va regarder comment cette actualité résonne dans les programmes scolaires. L'heure de la récré, toujours avec Amal, un cours de langue, mais un cours de langue jeune avec une vidéo qui, on l'espère, vous fera sourire. Et puis enfin, comme tous les mardis, on va retrouver le cours particulier de Marie-Olivier qui vous propose de découvrir des formes pédagogiques singulières. On restera avec elle sur le thème de l'équipe, comme au foot, mais pour parler des classes mutuelles, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Et c'est dans une école très particulière que je vous propose de plonger aujourd'hui, une école de foot, mais aussi une école de la vie, dont l'histoire et l'actualité sont pleines d'enseignements sur les grandes questions éducatives. École qui est l'héritière d'une épopée qui commence en 1897 à l'initiative de Jules Rimet. Oui, le Jules Rimet qui a inventé la Coupe du Monde de foot. La devise de Jules Rimet pour inventer cette école, travailler le corps, éveiller l'esprit. Vaste programme, c'est le Red Star et le journaliste Basile Debure. Bonjour Basile. Bonjour. Le journaliste Basile Debure y a passé un an avec l'équipe des moins de 15 ans, on dit les U15, Under 15 en bon français. Exactement. Et il en a tiré un récit absolument virevoltant que je vous recommande vivement. Oups. Et un récit imposant. Deux pieds sur terre qui est sorti chez Flammarion. Vous avez voulu savoir, je vous cite, d'où viennent ces gamins qui ont tout sacrifié pour réaliser leurs rêves. Ça vous est venu comment ? Eh ben, c'est une idée qui est née après la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 et l'éclosion d'un certain Kylian Mbappé. Kylian, il est assez déroutant parce que tout a l'air facile avec lui. Il bat des records de précocité presque chaque semaine et ça a l'air d'une simplicité incroyable. Donc je voulais m'intéresser au travail qu'il y avait avant un parcours professionnel en fait. Essayer de comprendre comment est-ce qu'il y a des jeunes qui, dès leurs 10 ans, 11 ans, se mettent à bosser comme des dingues avec un objectif, celui de devenir footballeur professionnel. En fait, vous aviez envie d'être copain avec Mbappé, mais comme c'était un peu compliqué, vous avez dit je prends le prochain, quoi. C'est un peu ça, parce qu'il y a une autre raison aussi à cette enquête, c'est que j'ai moi aussi rêvé d'être footballeur professionnel. On va en reparler de ça. Quand j'étais plus jeune, et ça m'a permis de vivre mon rêve par procuration. Tous ces jeunes que vous suivez, cette équipe des moins de 15 ans du Red Star, alors vous racontez tout, vous mettez un peu de temps à trouver un club idéal pour vous, et il se trouve que c'est le Red Star. Tous ces enfants, ce n'est pas des modèles au collège, y compris d'ailleurs sur le comportement, le savoir-être. Au club, des images, j'exagère un petit peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se produit ? C'est vrai que le collège, c'est un peu une obligation pour eux. Ils ne sont pas forcément très fans de ce rythme de rester assis toute la journée. Eux, c'est vraiment le foot, leur passion. Ils vivent foot, ils respirent foot toute la journée. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit que chez eux, ils viennent chercher dans le club de foot les gratifications qu'ils n'ont pas forcément à l'école. Pour un bon élève ou un élève des beaux quartiers, c'est à l'école qu'on reçoit les félicitations du professeur, les bonnes notes, tout ce qui nous encourage. Donc ça suffit quelque part, on a une forme de reconnaissance de la part des adultes. Ouais. Et en fait, eux, ils vont transférer ce besoin de reconnaissance dans le football. Et c'est vraiment là où l'entraîneur va les valoriser, où on a même les adultes du quartier qui vont les voir jouer le week-end. Mais ça les transforme. Vous citez Amadi, par exemple. Il y a plein d'enfants qu'on trouve turbulents et frondeurs. Renvoyé de tous les lycées du 10e arrondissement. Et au club ? C'est le capitaine exemplaire de l'équipe B. L'exemple. Exactement. Ça devient un modèle pour les autres et un travailleur hors pair. Et pourtant, dans le club que vous choisissez, les cancres n'ont pas vraiment leur place. Bien sûr. Et ça, c'est très important chez les éducateurs de bien expliquer qu'il faut aussi travailler, que l'école, c'est important. Ils les préparent aussi parce qu'ils veulent tous devenir footballeurs professionnels, mais on sait qu'il y a peu de place et que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc, il ne faut pas qu'ils oublient l'école et il y a un vrai travail des éducateurs pour les encourager à continuer. Il y a même une salle qui peut les accueillir au club pour faire les devoirs avant les entraînements. Donc, il y a un vrai travail en parallèle pour pas qu'ils décrochent. Rôle des familles fondamental également, et de la même manière, dans le club que vous décrivez, ce club mythique qu'est le Red Star, finalement, la plupart des enfants ont une famille assez structurée, assez présente. Exactement. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est tellement de travail, d'organisation, de concentration qu'il faut qu'ils aient aussi un environnement un peu stable. Et ce que j'ai observé vraiment dans cette équipe, chez ces jeunes, c'est des familles structurées qui les encouragent, en même temps qui ne prennent pas forcément trop de place, qui savent rester à leur place en retrait parce que c'est aux éducateurs de prendre le relais quand ils sont sur le terrain. Et c'est vrai que ceux qui viennent de familles peut-être un peu plus chaotiques, avec des parcours plus compliqués, c'est difficile de maintenir un engagement avec le même sérieux que les autres. Avec une ambiguïté dans le regard des parents, est-ce un regard bienveillant qu'il jette sur son fils depuis sa visite, ou bien est-ce l'observation froide de sa future poule aux œufs d'or, demandez-vous, sur un papa que vous voyez dans le stade? Il y a cet enjeu-là quand même, c'est que derrière, pour ceux qui vont le 1% qui va percer, on fait fortune.
Exactement. Alors moi, je ne l'ai pas vraiment observé dans l'équipe parce qu'encore une fois, les parents étaient vraiment à leur place, mais c'est quelque chose qu'on m'a raconté régulièrement dans la bouche des entraîneurs, que parfois on a des papas qui prennent trop de place, qui sont sur le bord du terrain, qui crient des consignes qui peuvent parfois être l'inverse de ce que l'entraîneur a dit avant, et qui mettent énormément de pression à leurs enfants. Je croise un papa aussi un jour, je le raconte dans le livre, qui me parle de son fils comme d'une machine à laver avec les derniers accessoires. Les dernières options. Exactement, les dernières options, et qui le voit comme un produit. Allez, vous avez fréquenté de beaux établissements, entre autres le lycée Montaigne. Je suis sûr qu'on trouve des papas un peu du même genre, sauf qu'on remplace foot par Polytechnique et ça donne le même résultat. Exactement. On se retrouve dans quelques minutes. Basile de Bure, journaliste, de pieds sur terre, c'est le titre de ce formidable récit sur le foot école de la vie qui vient de sortir chez Flammarion. Mais pour l'heure, l'anti-sèche d'Amal Laoui. Et l'anti-sèche, c'est la façon dont les programmes résonnent dans l'actualité. Et l'actualité du jour, c'est l'anniversaire, Amal, du tournage du premier film de l'histoire. Bonjour d'abord. Bonjour Emmanuel. Bonjour, je manque à tous mes doigts, je me crois où sur un terrain de foot. On est poli sur un terrain de foot. Mais oui, beaucoup plus. Ne stigmatisons pas. En tout cas, il y a 127 ans, le 19 mars 1895, les Frères Lumière tournaient ce qui est considéré comme l'un des premiers films de l'histoire du cinéma. Alors c'était un très court métrage de 45 secondes sur lequel on voit des ouvriers franchir la grande porte à double battant de leur usine rue Saint-Victor à Lyon. Il s'agit donc de la première projection publique. Et pour célébrer cette date, eh bien, chaque année, l'Institut Lumière à Lyon propose à ceux qui le souhaitent de tourner une nouvelle fois cette scène, de faire un remake de cette scène devenue culte. C'est gratuit et tout le monde peut y participer. La France qui invente le cinéma grâce aux Frères Lumière et qui inclut, j'allais dire logiquement, cet enseignement dans les programmes scolaires. Comment ? Oui, c'est ça. L'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel à l'école a pour objectif de sensibiliser les élèves au patrimoine et à la création contemporaine, de découvrir les techniques de l'image et d'aiguiser leur regard afin de leur permettre de s'approprier les images avec recul et sens critique toujours. Sens critique, absolument. Sens civique tout à l'heure, normalement. Il y a beaucoup de civisme dans le foot, il y a du civisme, il y a aussi beaucoup de civisme dans toutes les chroniques d'Amal et dans les programmes. Certains lycées proposent même des options, une option qui s'appelle cinéma audiovisuel. Oui, c'est ça. Les enseignements artistiques proposés au lycée s'inscrivent dans la continuité de ceux suivis dans le cadre de la formation générale obligatoire avec les arts plastiques, l'éducation musicale ou encore l'histoire des arts. Et en classe de seconde, eh bien, les élèves qui le souhaitent peuvent continuer de développer cette dimension artistique qui fait donc partie de leur formation générale. Ils ont le choix entre les arts du cirque, les arts plastiques, la danse, la musique, l'histoire des arts et le théâtre, mais aussi le cinéma et l'audiovisuel. Option qui s'adresse donc à des lycéens passionnés ou en règle générale ? À tous les lycéens qui s'intéressent aux écritures en images et en son, une spécialité que l'on commence en première. Donc à l'issue de cette année, on peut abandonner cet enseignement ou le poursuivre en terminale. La spécialité cinéma audiovisuel a pour objectif la constitution d'une culture et l'initiation à la pratique de la réalisation. Les élèves sont donc formés à l'analyse et à l'écriture de scénarios et de dialogues, à l'analyse filmique et à la réalisation de courts projets cinématographiques. Donc ils vont réaliser des courts projets, ça va de l'écriture à la réalisation. Comment s'organisent les cours ? Qu'est-ce qu'on concrètement ? Alors concrètement, l'enseignement de cinéma audiovisuel s'appuie sur des œuvres contemporaines et patrimoniales françaises mais aussi étrangères, ancrées dans des époques, des géographies, des genres et des systèmes de production et de diffusion variés. L'enseignement cinéma audiovisuel s'organise autour de 5 axes d'études: les émotions, motifs et représentations, écriture, histoire et technique et économie. Ça, c'est ce que j'apprends. Qu'est-ce que je fais quand je suis élève ? Alors concrètement, eh bien, les élèves vont apprendre à réécrire un texte ou un texte d'un film selon une consigne précise. Ils vont réaliser un projet de création seul mais aussi en groupe pour pouvoir expliquer et justifier leur démarche. Alors durant l'année, les élèves vont acquérir des connaissances esthétiques, culturelles, historiques, techniques. Ils vont aussi développer leur réflexion, leur esprit d'analyse, une méthodologie artistique et travailler leur esprit critique toujours. Amal, qui enseigne tout ça ? Parce qu'il n'y a pas de CAPES de cinéma, d'audiovisuel, ce sont des professeurs formés pour. Oui, c'est ça. Les cours sont assurés par des professeurs titulaires d'une certification complémentaire de cinéma audiovisuel. Ils travaillent, ces professeurs, en étroite collaboration avec des structures culturelles partenaires et des intervenants du métier pour aider les élèves donc à développer une compréhension concrète et actualisée des différents aspects de l'organisation du secteur audiovisuel. Et après le bac, possibilité de suivre des études spécialisées ? Oui, c'est ça. Après le bac, les élèves pourront s'orienter vers un BTS audiovisuel, par exemple, vers une fac de cinéma ou des écoles de cinéma pour pouvoir travailler dans différents domaines tels que la production, la réalisation, encore le montage. Eh ben, si les Frères Lumière savaient en filmant l'entrée de leur usine, rue Saint-Victor à Lyon, que ça allait donner une option du bac, une spécialité du bac. Pardon. Merci beaucoup, Amal, pour cette anti-sèche. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. À tout à l'heure. Ce sera après cette deuxième tranche de grand oral avec Basile de Bure.
Il a un peu vendu la mèche dans la première partie de l'émission, mais je la revends. J'ai toujours rêvé d'être footballeur. C'est une citation. Cette idée a hanté ma jeunesse jusqu'à tourner à l'obsession. Lorsque j'évoquais ce souhait dans ma famille du 16e arrondissement, la réaction était tout le temps la même. On me tapotait la tête avec un petit sourire, l'air de dire « ça va passer ». Ce sont les premières lignes de Deux pieds sur terre qui vient de sortir chez Flammarion. Très beau récit de Basile Debure sur l'équipe des moins de 15 ans du Red Star. Vous avez vécu, parlons de vous un tout petit peu, 2 enfances. Vous dites d'un côté, il y avait le garçon bien élevé et discret qui donnait le change au catéchisme au cours de latin. Et de l'autre, je vous cite, une mini racaille fantasmée dont les petites lunettes rondes ne trouvaient personne. Absolument. Vous aviez besoin de vous affirmer de cette façon-là? Oui, c'est vrai que j'ai grandi dans le 16e arrondissement, puis dans le 5e, donc 2 arrondissements très bourgeois pour les non-parisiens. Exactement, voilà. Mais malgré tout, j'ai toujours eu cette passion du football qui a fait que j'étais amené à croiser des garçons qui venaient d'autres horizons, qui n'avaient pas la même couleur, pas la même religion, et ça a été une richesse formidable pour moi par rapport à mes petits copains de classe qui côtoyaient pas forcément ces garçons. Le seul endroit, dites-vous, où vous découvrez qu'il y a de la diversité sociale dans ce pays. Exactement. Et c'était la même chose au collège, où pareil, je me suis retrouvé avec des garçons qui venaient d'autres milieux sociaux, et j'avais envie de faire partie de cette bande. Et c'est vrai que le football, c'était un moyen formidable de trouver ma place, parce que j'étais pas mauvais malgré tout, et ça me permettait d'avoir une place dans cette bande. Et pourtant, vous avez pris votre retraite sportive, dites-vous, à l'âge de 12 ans. Et oui, je me suis retrouvé en club, j'étais au PUC dans le sud de Paris, qui était une des références à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais pas la même envie, la même hargne que certains autres joueurs de l'équipe, et que c'était très dur en fait de se faire une place. C'était pas forcément une histoire de talent ou de qualité, mais vraiment une façon d'avoir envie à tout prix de réussir. Moi, il y a quelque chose, vous en parlez vous, mais que vous croisez à ce moment-là au PUC et que vous allez croiser à nouveau dans le 5e arrondissement de Paris, c'est le racket. Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé, mais je le raconte vraiment comme une anecdote plus qu'une généralité ou quelque chose qu'on verrait sur tous les terrains de foot. Mais c'est vrai que cet épisode-là ça vous a marqué, vous ne revenez plus après. Et en même temps, je me rends compte aussi, avec le recul, de ce que je pouvais représenter sur ce terrain à côté du périphérique dans le 13e arrondissement. Du garçon qui naît des beaux quartiers. Avec son ensemble Nike et ses petites lunettes, forcément, ça peut aussi créer un décalage. Vous parlez du Red Star dans le livre, sur le travail des clubs, de la formation. Je voudrais que vous disiez un mot du PO, la jeunesse sportive et culturelle Pitré-Ollier, qui fait un boulot éducatif, tous azimuts, assez extraordinaire à Paris. Je crois que le siège est rue d'Assas. Exactement, ouais, c'est un club dans lequel je joue toujours et je suis licencié depuis 10 ans, qui se trouve dans le 6e arrondissement et qui est un peu le club incontournable pour tous les jeunes qui ont grandi autour du Luxembourg. Et c'est vrai que c'est une référence en la matière, dans la formation, dans l'accompagnement des jeunes, dans le projet éducatif qui va avec. Et on peut vraiment apprendre le football. Il y en a qui deviennent des très, très bons joueurs, qui partent parfois au PSG dans des centres de formation. Et en même temps, on apprend aussi l'amitié, la solidarité et toutes les valeurs qui vont autour du football. Si j'en parle, c'est parce que vous donnez l'exemple dans le livre, et pareil pour le Red Star, en disant qu'il y a quand même 2 écoles de formation pour les très jeunes en France, en foot, et c'est exactement pareil comme dans l'éducation nationale. Il y a la voie élitiste, exactement. Et il y a une voie, j'allais dire, plus démocratique, on essaie d'embarquer tout le monde et d'éduquer. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des clubs amateurs qui fonctionnent comme des plateformes en fait de valeurs où ils vont chercher les meilleurs joueurs de la région, ils en font des additions de prodiges sans forcément avoir une philosophie de formation ou un esprit de corps, et on a des clubs pro qui vont venir piocher dans ces plateformes. Et puis vous avez d'autres clubs qui ont une philosophie plus familiale, qui veulent vraiment accompagner ces garçons dans leur évolution, dans leur maturité, et qui vont leur apprendre pas que le football en fait, qui vont leur apprendre à devenir des hommes. Voilà, moins souvent des femmes d'ailleurs. Mais si, vous êtes... Ça vous... Des adultes, c'est ce que je voulais dire. Oui. Il y a d'ailleurs une section féminine au Red Star qui se développe de plus en plus et qui est formidable. Et le foot féminin qui se développe de plus en plus. En termes de pédagogie, on retrouve exactement le même clivage. C'est que vous avez, et on le voit avec l'entraîneur d'ailleurs de l'équipe que vous donnez, il y a l'empathie, il y a la gueulante, il y a l'encouragement, il y a l'humiliation. Il y a, en permanence, on voit bien que c'est traversé par les mêmes clivages. Exactement. Et puis on sait que sur un terrain de foot, il n'y a qu'une seule loi qui domine, c'est celle du plus fort finalement. Le meilleur joueur joue, celui qui est moins bon est remplaçant. Et on peut mettre toute la bonne volonté, tout le bon esprit qu'on veut, ça reste une règle vraiment immuable et très forte. Et c'est vrai que quand il y a des enjeux sportifs, on peut aussi se transformer sur un terrain de foot. Et je pense à l'exemple de Fouette, qui est un entraîneur formidable, qui a un rapport presque paternel avec ses joueurs, mais le jour du match, il ne laisse rien passer. Ouais, il n'est pas agréable quand même.
Ah oui, il est formidable. Moi, je l'aime beaucoup et j'ai Oui, beaucoup de vous tendresse allez pour bien lui. sûr. Ce que je décris vraiment, c'est juste l'exigence qu'il a avec ses garçons, l'exigence qu'il a avec les meilleurs. Et ceci dit, ces garçons qui ont un caractère, pour certains, à fleur de peau, qui sont explosifs, hyper réactifs, ils acceptent de se faire traiter comme ça, ceci étant. Oui, bien sûr. Et puis, ils savent aussi qu'ils vont être confrontés à ça au plus haut niveau, que le football, c'est un milieu qui est très dur. Et donc, il faut aussi les habituer tout de suite à cette concurrence, à cette rigueur et à ces coups de gueule de temps en temps parfois. On va prendre une petite pause, c'est la mi-temps, nous on appelle ça la récré ici dans la quotidienne. Et la récré, c'est avec Amal Laoui, une récré dans laquelle on va apprendre de nouveaux mots. Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que veut dire un crush, Emmanuel? Oui, si vous ne savez pas, je vous propose de tout comprendre. C'est gentil de ne pas me laisser répondre, ça évite un grand moment gênant. Vous savez ce que c'est qu'un crush, Basile? Un crush, un coup de foudre? C'est ça. Ah bah voilà. C'est ça, donc je vous propose de tout comprendre avec la vidéo du TikToker Romain Doduic. Regardez. Roman, ramenez votre sale petite tignasse par ici. Je vais finir par vous demander de l'argent, monsieur. Je voudrais avouer mes sentiments à la prof d'histoire géo. Ah bon? J'ai lu sur internet que je devais lui dire que c'était ma crush. Vous validez? Déjà, on est en France ici, on dit pas ma crush, on dit ma cruche. Vous allez la voir et vous lui dites t'es trop ma cruche. Ah ça, je dois reconnaître, c'est la cruche de ma vie. Il faut aussi lui dire que vous l'avez friendzoné. Friendzoné? Bah ouais, ça veut dire qu'elle fait partie de votre zone d'amis la plus proche. Bon, je me lance. Ma chère petite cruche, je suis heureux de te friendzoner. Oula, elle m'a répondu un smiley qui dit des gros mots. Ça veut dire qu'elle veut vous dire des cochonneries. Oh. J'en connais un qui va entendre des saloperies au prochain rendez-vous. Ouais, salope. C'est moi le prof des profs. Ça, Basile, page 120 de votre bouquin, je voudrais que vous lisiez. À partir de là, moi, je ne sais pas faire. Juste le dialogue? Ouais. Alors, c'est un dialogue, Après la traduction, quand même. un dialogue type que j'ai pu entendre sur le bord du terrain. Ça ferait wesh, wesh, wesh. Traduction. Oh, j'étais juste là. Pourquoi t'essayes de dribbler? Désolé, je t'avais pas vu. C'est ça, ouais. C'est bon, passe à autre chose. Pas mal quand même, hein. Amal, les adolescents, merci beaucoup Basile. Les adolescents, et vous chippez, extraordinaire, je ne pouvais pas lire à cause de ça, moi je ne sais pas faire. Ah, c'est vrai, ouais. Les adolescents inventent constamment des nouveaux mots et les parents ont parfois du mal à tout comprendre. Ça, dans la plupart des sociétés, il existe un langage spécifique propre aux adolescents, fait de néologismes, de choix lexicaux, qui les différencie du langage des adultes. Les adolescents inventent constamment des mots, des expressions, ils fabriquent des abréviations. Ils utilisent aussi du vocabulaire de langue étrangère qu'ils francisent. Et le langage est extrêmement important, il joue un rôle décisif dans la construction de l'adolescent. C'est ça, indépendamment de leur niveau d'éducation et de leur origine sociale, eh bien, tous les adolescents utilisent et créent de nouveaux mots. Ils utilisent par exemple des onomatopées et enrichissent constamment leur répertoire. Et selon les spécialistes, eh bien, c'est en construisant des écarts de langage et en inventant une manière de parler spécifique que les adolescents s'affranchissent des parents et construisent leurs propres références d'appartenance sociale. Donc pour eux, c'est en fait un mode de construction identitaire, une façon d'exprimer leurs différences par rapport aux adultes et d'affirmer leur appartenance à un groupe social. Si on a des adolescents autour de soi, oui, je parle de toi, ma fille. On sait qu'ils parlent plus vite, très vite. Oui, très très vite. Et qu'ils utilisent parfois beaucoup d'abréviations. Oui, c'est ça. Les jeunes parlent généralement plus vite Pourquoi que les adultes et leurs énoncés sont généralement plus courts. Selon les spécialistes, eh bien, les conversations des ados sont régies par un principe d'urgence. Être plus rapide est une règle élémentaire de l'interactivité et de la compétition. Vous nous donnez quelques exemples pour qu'on soit à la page? Oui, ça va m'aider. C'est ça. Alors, si vous ne comprenez R à ce que raconte votre ado et que vous êtes en PLS à chaque fois qu'il vous parle de ses bails, eh bien, cette chronique est faite pour vous. Je vous laisse traduire, Emmanuel. R, qu'est-ce que ça veut dire, R? Rien. Rien, exactement. Trop fort. On sent l'année d'immersion. Et j'ai eu des bons coachs. Ouais, c'est ça, on parlait des abréviations utilisées. Eh bien ça en fait partie. PLS. Ça, PLS, je sais, position latérale de sécurité. Ouais, c'est ça, on utilise cette expression pour dire qu'on est dans une situation inconfortable, qu'on est mal à l'aise. Dans les abréviations souvent utilisées, il y a aussi ASKIP. À ce qui paraît. À ce qui paraît, exactement. Il y a aussi je suis déter. Ça, je la connais, déterminé. C'est ça, déterminé, donc pour dire qu'on est très motivé. Donc, ils sont quand même extrêmement créatifs. Très créatifs. Mais ça évolue avec les époques. Exactement. Si dans les années 80, on parlait de gonzesse, vous disiez gonzesse, Emmanuel? Jamais. Non, Nana. Nana peut-être? Non, meuf, tout à fait. Je veux dire jeune femme. Ça ouais, pas, meuf, c'est fini. Pour qualifier une jeune demoiselle, désormais, il faut dire une go. Voilà. Il y a aussi, jamais ça. il y a aussi des expressions que les jeunes ont remis au goût du jour, comme c'est carré. Pour désigner une situation claire, exactement. En fait, c'est une formule, c'est une vieille expression qu'on employait dans l'armée il y a déjà 30 ans. C'est pour ça que je la connais. Voilà. En tout cas, elle a été remise au goût du jour par un rappeur, Moi Lasquale, je crois.
Il y a des expressions comme celle-ci qui rentrent d'ailleurs même dans les dictionnaires régulièrement. Oui, c'est ça. En 2020, dans les colonnes du Petit Robert, on pouvait voir des expressions comme c'est gueudin, donc du verlan, de ouf, grave, c'est pourrave. Et pour populariser ces nouvelles expressions, eh bien, la musique et en particulier le rap jouent un rôle très important. On rappelle que c'est le genre musical le plus écouté en France et en particulier chez les jeunes. Merci beaucoup, Amal, pour cette chronique extrêmement impressionnante. Merci pour votre complicité. En complément du petit passage que j'ai cité, je voulais dire deux choses. Déjà que sur un terrain, on n'a pas le temps de parler, donc souvent il faut employer des expressions. C'est ça, trouvez-leur des excuses. Trouvez-leur des excuses. Non, mais surtout, je trouve que sur ce débat, il y a une position un peu traditionnelle qui consiste à dire que la langue française se perd et qu'on a un affaiblissement de la langue. Moi, je trouve que c'est une grande richesse. Et ce que j'admire chez ces jeunes, c'est leur capacité à passer d'un registre à l'autre, de parler avec leurs copains d'une certaine façon. Et ensuite, quand ils étaient avec moi ou qu'on jouait aux interviews, ils savent très bien avoir un autre langage. Ils changent de registre. Et c'est vrai à l'écrit également, d'ailleurs. Ils sont capables d'envoyer des SMS en langage SMS entre eux et d'écrire une rédaction. De demander des choses aux parents ou d'écrire absolument. Merci beaucoup à tous les deux. On reprend notre grand oral avec Basile de Bure autour de ce livre, Deux pieds sur terre. Passer une saison au sein d'une équipe de jeunes joueurs qui rêvent tous de devenir footballeurs professionnels à la recherche du prochain Kylian Mbappé, mais aussi et surtout pour suivre l'itinéraire de chacun, ceux qui réussiront comme ceux qui échoueront. Fin de citation. C'est le programme que s'est assigné le journaliste Basile de Bure il y a 3 ans. Et le résultat, c'est un livre qui vient de sortir chez Flammarion, Deux pieds sur terre. Le foot est parcouru par des enjeux de société en permanence. Alors, vous, dans ceux que vous allez croiser, il y a par exemple la question de l'homophobie. Parce que dans les insultes sur le terrain, PD, ça y va. Oui, c'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Et pendant mon enquête, il y avait eu un grand débat justement sur l'homophobie dans les stades qui était porté par la ministre des Sports. Et bon, c'est une réalité, mais je trouve que moi, j'étais un peu agacé par cette façon de stigmatiser la tribune et le football par rapport à cette question. Je pense que la société dans son ensemble est traversée par l'homophobie malheureusement, et que le fait de viser en particulier la tribune, c'est une façon de s'intéresser aux classes populaires en fait, et de renvoyer cette homophobie aux classes populaires, aux masculinités bruyantes, donc l'insulte, le cri, mais en réalité l'homophobie elle traverse la société dans son ensemble. Donc je trouve que c'était un débat un peu malhonnête. Et pas plus dans les stades qu'ailleurs. 2018, c'est la victoire de la France en Coupe du Monde qui vous donne envie de faire le livre. 98, c'était l'équipe bleu-blanc-beurre, championne du monde. 20 ans plus tard, je vous cite, les garçons originaires d'Afrique du Nord rêvent tous de jouer pour la sélection du Maroc ou de l'Algérie. Et le choix, c'est leur choix du cœur. C'est moins vrai, dites-vous, chez ceux qui sont issus d'Afrique subsaharienne, qui l'envisagent uniquement, entre guillemets, si c'est mort, en équipe de France. Le creuset républicain, le creuset foot, ça marche beaucoup moins bien quand même. Ça raconte aussi une histoire de l'état du pays, votre livre. Oui, et en même temps, il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'il y a des mécanismes de sélection en équipe de France qui commencent très tôt. Et les premières équipes, elles sont constituées à partir de 15 ans. Donc on a aussi des garçons qui ne sont pas sélectionnés et qui vont donc revendiquer une autre origine par réaction à cette élimination. Et j'ai observé des garçons qui me disaient qu'ils voulaient absolument jouer pour l'Algérie ou pour le Maroc. Et quelques années plus tard, ils ont été appelés en équipe de France. Ils n'ont pas hésité une seule seconde en réalité. Donc il y a un processus... C'est plus un truc d'ado vexé, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. On revendique ça comme une auto-exclusion, alors qu'en réalité, c'est aussi une réaction au contexte. Mais de façon générale, au-delà du foot, je pense qu'on observe exactement la même chose dans les banlieues françaises aujourd'hui. On vit dans une société où on a un discours politique qui exclut ces jeunes et que du coup, ils vont se mettre à revendiquer leurs origines en réaction à ce sentiment d'exclusion. En tout cas, votre conclusion est un peu mitigée. Vous dites que le football, que j'avais jusqu'ici considéré comme le plus formidable ciment de la cohésion sociale, ne peut pas tout. Bien sûr. C'est le symptôme d'autres... Mais oui, bien sûr. Il y a d'autres enjeux malheureusement dans la société de façon générale et qu'on ne peut pas les régler uniquement par le football. Un livre qui donne l'apparence d'être un livre sur le foot, mais qui est un livre sur la jeunesse, sur l'adolescence, sur la Seine-Saint-Denis, sur le foot aussi, sur la société, sur l'éducation, deux pieds sur terre. Ouais, ça se voit que j'ai aimé. J'ai l'impression. Ça se remarque, hein? Ok, super. On va passer au cours particulier. On va toujours parler d'équipe, mais sous une forme un tout petit peu différente. C'est avec Marie-Olivier. Merci beaucoup, Amal. Cours particulier, c'est notre rendez-vous, votre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Rendez-vous hebdomadaire pour parler de pédagogie singulière et on va explorer aujourd'hui la classe mutuelle, méthode pédagogique qui donne une grande importance à la configuration de la salle de classe. Tout à fait, mais avant de définir la classe mutuelle, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, que voit-on dans la majorité des classes, dans une classe typique? Comment sont les... Bon, la majorité, ça reste quand même des élèves d'un côté, l'enseignant de l'autre, et l'enseignant parle et les élèves écoutent. C'est ça, c'est magistral. De l'école primaire... C'est pas partout comme ça, mais c'est dominant. En général, ça reste dominant. Voilà. De l'école primaire au lycée et même à l'enseignement supérieur, les élèves en général du même âge sont assis, immobiles, silencieux, ils écoutent l'enseignant.
Savez-vous comment s'appelle ce mode d'enseignement ? L'enseignement simultané. Bravo, vous avez bien révisé. Ouais. Il remonte à 1680. Jean-Baptiste de La Salle popularise ce type d'enseignement à un moment où l'information est rare et où le professeur est l'unique transmetteur de savoir. Notre système éducatif est donc basé sur un principe du XVIIe siècle. Sauf qu'aujourd'hui, la société a un petit peu évolué. On est dans une société de la surinformation où le professeur, ne serait-ce que parce qu'on a ça dans la poche, est loin d'être le seul à tout savoir. C'est ça, et avec l'usage des outils numériques, justement, les cerveaux des élèves évoluent aussi. Et le constat est sans appel, l'enseignement simultané est bien ancré dans nos sociétés, mais il n'est plus vraiment adapté aux élèves d'aujourd'hui. Et c'est ce que s'est dit Vincent Fayet, qui est un professeur d'SVT au lycée d'Orient à Paris. Passionné par son métier, il était juste lassé d'occuper le rôle du sachant et de voir ses élèves s'ennuyer. Et oui, Vincent, il y a 2 choses, je crois, qu'il alerte. Il y a 2 choses qu'il alerte. La première, c'est que, selon lui, l'école ne considère pas le plaisir d'apprendre. Et la seconde, c'est le corps de l'élève. Je le cite, « Le corps sert juste à apporter le cerveau en classe et à le ramener à la maison ». Il décide donc en 2015 de demander à une de ses classes de terminale de réfléchir à ce que devrait être l'aménagement d'une classe qui leur donne vraiment envie d'apprendre. C'est évidemment la première fois que les élèves se voient poser ce genre de questions depuis le début de leur scolarité. Oui, c'est assez rare et ils ont pris la chose très au sérieux puisqu'ils sont arrivés avec un plan composé d'10 lots de tables en U pour pouvoir collaborer entre eux. Puis ils ont souhaité aussi se déplacer, sont venus d'eux-mêmes au tableau pour expliquer des concepts à leurs camarades. Et là, Vincent Fayet dit qu'il y a quelque chose qui se passe d'important. Oui, c'est ça, il se dit, les élèves sont vivants et ils sont acteurs de leur apprentissage. C'est pour ça, vraiment pour ça que je fais mon métier. Et ainsi est née la classe mutuelle, dont les grandes caractéristiques sont les suivantes. Îlot en U, comme on a dit, 6 ou 7 tableaux autour de la salle de classe. Les élèves peuvent bouger dans la salle, le prof est libre donc de circuler entre les groupes. Et comme le dit Vincent Fayet, le prof n'est plus metteur en scène ou acteur, mais il est régisseur, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que les apprentissages se passent bien entre les élèves. Et le smartphone, dont vous parliez tout à l'heure, c'est peu un peu introduit dans la classe, mais alors ils n'envoient pas de messages ou de Snap ou de TikTok, c'est vraiment pour faire des recherches. Il a quand même conservé un tout petit morceau de l'enseignement simultané. Un petit morceau, c'est ça. En fait, l'enseignement se fait en 3 temps. Le premier, c'est la séquence conceptuelle, donc là, c'est l'enseignement simultané, il raconte, il explique les concepts. La deuxième, c'est ce dont on parle, là, c'est vraiment la séquence mutuelle. Les élèves travaillent entre eux, s'épaulent, et le professeur circule pour les éclairer si besoin. Et cette séquence mutuelle, elle n'est pas si nouvelle, l'enseignement mutuel, était déjà présent au 19e siècle. Ça venait d'Angleterre, notamment. C'est ça. Et les élèves les plus instruits, en fait, expliquaient à ceux qui avaient moins compris comment faire. Il les monitorait, c'était le terme utilisé. Et enfin, la troisième séquence de cette classe mutuelle, c'est la séquence bilan. Donc, ils corrigent entre eux. Marie, les bilans, on va faire le bilan de la classe mutuelle, les bénéfices de cette formule. Alors, il y en a beaucoup. Les élèves osent plus demander aux autres quand ils n'ont pas compris, plutôt que de demander au professeur ou devant toute la classe. Ceux qui expliquent aux autres intègrent les concepts beaucoup plus facilement. Parfois, l'explication par les autres élèves est aussi mieux comprise, parce qu'ils utilisent le même langage, comme le langage qu'Amal utilisait tout à l'heure. Cela permet aussi à chacun d'avancer à son rythme. Donc, le prof ne perd pas la moitié des élèves s'il va trop vite ou trop lentement. Et enfin, les élèves sont dynamiques, curieux et solidaires entre eux. Ça fait de belles équipes. Et c'est important, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne, c'est celle qui joue le plus en équipe. C'est ça, Basile, aussi, oui, bien sûr. La morale de l'histoire. D'ailleurs, en 2018, on n'aurait pas forcément gagné sans ça. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur 2018, mais je ne vais pas me faire que des amis. Bon, vous l'écrivez dans le livre quand même, ce que je viens de dire, donc vous pouvez y aller. Le corps sert juste à apporter le cerveau en classe et à le ramener à la maison. Citation de Vincent Fayet, mais rapportée par Marie-Olivier il y a quelques instants. Il y a un petit peu ça quand c'est des boules d'énergie, les jeunes que vous montrez. Est-ce que si l'école faisait un petit peu plus de place tout bêtement à leur corps, les choses ne se passeraient pas un poil mieux pour eux aussi à l'école? C'est vrai, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'ils me disaient assez régulièrement, qu'ils n'arrivent pas à rester en place, que rester toute une journée assis à leur bureau, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je pense à Nadir, à Esaïe, et vraiment ils ont besoin dans le foot d'exprimer toute cette énergie qui les traverse. Et de ce point de vue-là, on se rend compte que le système scolaire actuel ne correspond pas à tous les adolescents. Merci beaucoup Basile, merci beaucoup Marie. Deux pieds sur terre, c'est le titre du livre de Basile de Bure chez Flammarion, un récit tout à fait formidable avec les moins de 15 ans du Red Star. La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Nous aussi, on est une équipe. Il y a Laure Audemont par exemple qui nous maquille, il y a Marine Plantec et Charles Fontaine qui conçoivent et qui préparent l'émission. Et puis en régie, Alexandre Larochelle au son, Alice Pitavi à la réalisation. J'espère n'avoir oublié personne. Merci à vous. Vous restez évidemment sur School TV et puis vous nous retrouvez en permanence sur les réseaux sociaux et sur Internet.